Amis, je vous salue. Taras Berezovets et Tadantou. Dimanche, des négociations complexes entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump se sont conclues en Floride. Avant cela, Trump avait eu une conversation téléphonique, jusque-là non révélée, avec le dictateur russe Poutine. Selon le président américain, la conversation elle-même, qui a eu lieu entre les deux dirigeants, a duré environ 2 heures et demie. Lorsque Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a été invité à commenter les résultats de ces négociations importantes, il s'est référé à Yuri Ushakov, le conseiller principal du dictateur pour les affaires étrangères. Ushakov, de son côté, a expliqué en détail de quoi Donald Trump et Vladimir Poutine avaient discuté lors de cette rencontre bilatérale, en précisant les sujets abordés et l'atmosphère générale de la réunion. En particulier, il a déclaré que les deux dirigeants étaient d'accord sur le fait qu'un cessez-le-feu temporaire en Ukraine, tel que le propose le président Zelensky, je cite, constitue un prolongement du conflit. Je cite la suite. L'essentiel, c'est que les présidents de la Russie et des États-Unis partagent globalement des points de vue similaires sur le fait que la proposition ukrainienne et européenne d'un cessez-le-feu temporaire, sous prétexte de préparer un référendum ou pour d'autres raisons, ne fait que prolonger le conflit et risque de conduire à une reprise des hostilités. Mais en réalité, le Kremlin se contredit lui-même ici. Auparavant, ils avaient déclaré que la condition clé pour la conclusion d'un accord de paix était le retrait des unités ukrainiennes des parties de la région de Donetsk qui ne sont pas sous le contrôle des occupants russes. Ensuite, le Kremlin a déclaré qu'il voyait d'un bon œil la perspective d'organiser un référendum en Ukraine, tout en faisant souvent référence aux aspects juridiques. Poutine aime rappeler dans de tels moments qu'il a terminé la faculté de droit de l'université de Leningrad. Et soi-disant, nous ne sommes pas contre le fait qu'un référendum approprié ait lieu en Ukraine. Mais il faut alors se rappeler que pendant l'instauration de la loi martiale, aucun vote, aucun référendum, bien entendu, n'est organisé. Il faut au minimum 60 jours pour organiser et tenir un tel référendum. C'est précisément pour cette raison très spécifique et importante qu'il faut absolument cette fameuse trêve tant attendue. Autrement dit, d'un côté, le Kremlin exige de l'Ukraine le retrait complet et immédiat de ses troupes armées, notamment par le biais d'un référendum populaire. Mais de l'autre côté, il fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour que ce référendum n'ait finalement pas lieu. Cela met parfaitement en lumière, de façon très claire et évidente, les véritables intentions du Kremlin et sa soi-disant volonté sincère de conclure un accord de paix durable et stable. Alors, qu'est-ce qui en ressort au FIDEM? Dans l'ensemble, aussi bien Zelensky que Trump se sont exprimés de manière plutôt positive et mesurée quant aux résultats des négociations qui ont eu lieu. Parmi les points clés, il convient de noter qu'un autre cycle de négociations, au moins, avec la participation des délégations ukrainiennes et américaines, sera organisé d'ici la fin de cette semaine, jusqu'au 4 janvier. Du côté ukrainien, la délégation de négociation comprend toujours le secrétaire du Conseil de sécurité nationale, Rustem Omerov, le premier vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Kislitsia, et le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes, le général-lieutenant Andriy Gnatov. Dans le même temps, Trump a de nouveau délégué son secrétaire d'État, Mark Rubio, à la tête de sa délégation. Et nous ne pouvons que saluer cette décision. Le retour du secrétaire d'État dans le groupe de négociation. Avec lui seront présents l'inamovible envoyé spécial Steve Witkoff, un visage relativement nouveau à ces négociations, le chef du Pentagone Pete Axted, le gendre de Trump Jared Kushner, ainsi que le général Dan Kane, chef du comité des chefs d'état-major interarmés. Celui que Trump a nommé relativement récemment et qui commence tout juste à se familiariser avec absolument tout ce qui se passe dans ce contexte particulier. Les déclarations faites à l'issue de ces négociations importantes se résument aux points clés suivants. Premièrement, Zelensky a déclaré qu'un progrès significatif avait été réalisé concernant la conclusion des 6 documents en discussion. En particulier, le plan de paix en 20 points est approuvé à 90%, les garanties de sécurité Ukraine-États-Unis sont approuvées à 100%, les garanties de sécurité États-Unis-Europe-Ukraine sont presque approuvées, les questions militaires sont réglées à 100%, et le plan de reconstruction de l'Ukraine, que Trump a appelé le plan de prospérité, est en cours de finalisation. Zelensky a exprimé l'espoir sincère que le progrès final sur les documents, qui ne sont pas encore, disons, totalement et complètement approuvés à 100%, pourra très probablement être atteint d'ici la toute fin du mois de janvier. De plus, Zelensky a qualifié la tenue d'un plébiscite comme l'une des clés de l'adoption du plan de paix. Bien sûr, la société doit voter et choisir, car c'est la terre de notre nouveau peuple pour de nombreuses générations, a souligné Zelensky. Dans l'ensemble, il a qualifié sa rencontre avec Trump d'excellente. De son côté, Zelensky,
ou plutôt, pardon, Donald Trump, a déclaré que la principale pierre d'achoppement restait la question du Donbass. C'est en effet une question importante, une question complexe. Nous sommes actuellement plus proches de sa résolution, mais elle n'est pas encore résolue, a déclaré Trump. Il a également déclaré que les discussions avec les Russes allaient se poursuivre et que le groupe chargé de ces échanges inclurait les personnes mentionnées, Rubio, Witkoff, Kushner, DeCaine et Pete Hegseth. En outre, il a affirmé qu'il était prêt à effectuer sa première visite en Ukraine et même à prendre la parole à la Rada suprême. Je pourrais m'adresser au Parlement ukrainien, si bien sûr cela peut aider. J'aimerais conclure un accord, et il n'est pas forcément nécessaire pour moi d'aller en Ukraine. Autrement dit, Trump reste fidèle à lui-même. D'un côté, je suis prêt, mais de l'autre, comme toujours, il y aura des circonstances qui pourraient y faire obstacle. De plus, il est important de noter que Trump a immédiatement clarifié les choses en déclarant de manière très explicite et sans ambiguïté que l'Europe devrait absolument jouer un rôle clé, un rôle central et déterminant dans la sécurité et la protection de l'Ukraine après la fin de la guerre. Pendant ce temps, les États-Unis, selon ses propres mots, aideraient à 100%, tout comme ils nous aideraient, en apportant leur soutien total et inconditionnel. Il y a aussi une autre question clé, qui avait déjà été avancée comme condition pour fixer une date limite. Désormais, Trump n'impose plus aucun délai. Il déclare que si tout se passe bien, cela pourrait prendre quelques semaines. Et si cela se passe mal, ce sera plus long. Autrement dit, le dirigeant américain n'a posé absolument aucun ultimatum, aucune condition particulière en cas de non-respect de ce délai. Trump espère également, c'est évident, il espère sincèrement pouvoir inscrire à son actif un grand succès en matière de politique étrangère si dans les prochains jours, d'ici la fin de l'année 25, il parvient à organiser une conversation téléphonique directe, sans intermédiaire, entre Zelensky et le dictateur russe. C'est ce que rapporte la chaîne de télévision proche des républicains, Fox News, toujours bien informée et citant des sources au sein de l'administration. Les autres médias ne font pas état de la possibilité de telles négociations. Cette information est véritablement sensationnelle. Fox News a rapporté que les négociations en cours et importantes entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky pourraient éventuellement aboutir au tout premier appel téléphonique en plus de 5 ans entre le président ukrainien et le dictateur russe. La toute dernière conversation de ce type a eu lieu il y a déjà longtemps, encore à la veille de l'invasion, et elle portait alors précisément sur la situation de l'opération avec les membres du groupe Wagner qui avaient été arrêtés sur le territoire biélorusse. La dernière conversation a eu lieu en juillet 2020, il y a donc un certain temps déjà. Cependant, le Kremlin ne confirme pas cette information. De plus, auparavant, comme le rapportent Fox News et plusieurs autres médias, notamment le Financial Times, le Kremlin a systématiquement répondu par un refus aux demandes de l'administration ukrainienne. Il n'y a absolument aucune raison valable de penser qu'à l'heure actuelle, la situation pourrait changer d'une manière ou d'une autre, bien sûr. Au Kremlin, on se montre extrêmement satisfait et même très content du fait que la conversation entre Trump et Poutine ait effectivement eu lieu, ce que l'assistant du dictateur, Yuri Ushakov, n'a d'ailleurs pas du tout caché, bien au contraire. Pour l'instant, les négociations se poursuivront, disons, en format tête-à-tête. Les Américains séparément avec les Russes, les Américains séparément avec la délégation ukrainienne. Aucune négociation directe ou trilatérale n'est prévue dans un avenir proche. Et comme nous le voyons, la question clé sur laquelle aucun accord n'a pu être trouvé, c'est, comme on pouvait s'y attendre, celle du Donbass et de la création d'une zone économique libre dans cette région. Le statut futur de la centrale nucléaire de Zaporizhia reste également incertain. Là aussi, aucun progrès n'a pu être réalisé. Trump s'est étonné du fait qu'environ 5000 employés travaillent à la centrale nucléaire de Zaporizhia, alors qu'en réalité, avant le début de l'invasion, ils étaient encore plus nombreux, plus de 11 000. 5000 employés de la centrale de Zaporizhia ont pu rejoindre le territoire contrôlé par les autorités ukrainiennes, tandis que les autres se sont retrouvés en zone occupée. Et comme l'a récemment déclaré Poutine, ils ont tous reçu des passeports russes. Pendant ce temps, plusieurs médias occidentaux, notamment le grand quotidien français Le Monde, écrivent que l'Ukraine et ses alliés européens peuvent ressentir une certaine forme de soulagement à l'issue des négociations qui se sont tenues en Floride, principalement parce que la rencontre s'est déroulée bien mieux que la réunion houleuse de la fin février de cette année. Il souligne également que Trump, non seulement s'est abstenu de toute déclaration virulente à l'égard de l'Ukraine, ainsi que des alliés européens, mais il a aussi, à plusieurs reprises et de façon explicite, exprimé le souhait sincère de mener à l'avenir des consultations appropriées et approfondies avec les partenaires européens. Parmi les points négatifs, les médias relèvent avant tout que Trump continue d'accorder une confiance totale au dictateur russe.
En particulier, il affirme que Poutine souhaite sincèrement la paix. Et il a été, je cite, très généreux dans ses sentiments concernant le succès de l'Ukraine, y compris la fourniture d'électricité et d'autres biens à des prix très bas. À cette remarque de Trump, comme l'écrit Le Monde, Zelensky s'est contenté de sourire de travers. Mais je le répète encore une fois, il y a ici de grands espoirs bien précis liés avant tout à la participation des Européens. En ce qui concerne le transfert de la responsabilité sur eux en matière de garantie de sécurité, Macron a déjà déclaré que la coalition des volontaires se réunirait en janvier. Et lors de cette rencontre, comme il l'a annoncé, la contribution concrète de chaque pays garant de la sécurité sera définie. Auparavant, Zelensky avait déclaré que la France et le Royaume-Uni seraient les pays clés pour assurer la sécurité de l'Ukraine, si cet accord, bien entendu, venait à être conclu. Zelensky a également demandé à Trump d'étendre la durée des garanties de sécurité de 15 à 30 ans, voire idéalement à 50 ans. Il a déclaré cela en répondant aux questions des journalistes sous forme de messages vocaux dans le chat du bureau du président. Citation, nous en avons discuté avec nos équipes. Hier, nous avons convenu avec le président des États-Unis que nous aurions de solides garanties de sécurité de la part des États-Unis. Pour l'instant, ce n'est pas pour toujours. Dans les documents, c'est 15 ans avec possibilité de prolongation. Je lui ai dit que nous aimerions beaucoup envisager la possibilité de 30, 40, 50 ans. Plus tôt, Zelensky a déclaré qu'une telle décision pourrait être prise, votée et ratifiée au niveau du Congrès et de la Rada suprême. Et puis, une autre nouvelle relayée aujourd'hui par la radio NV et citée par de nombreux médias ukrainiens, une sorte de mini-sensation. L'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni et ancien commandant-chef des forces armées ukrainiennes, le général Valéry Zaloujny, se prépare à quitter son poste début janvier et à rentrer en Ukraine. C'est ce qu'ont rapporté, selon les informations recueillies, 4 sources différentes et indépendantes qui ont toutes été interrogées séparément par la radio NV. Le général Zaloujny a exprimé à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, son souhait personnel et réfléchi de mettre fin prématurément à sa carrière diplomatique il y a quelques semaines lors de son séjour officiel à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Selon la radio NV, il a été rapporté que Zaloujny n'a pas accepté les propositions de poste qui lui ont été faites, y compris en particulier celle de chef du bureau du président. Pour l'instant, à l'heure actuelle, ni Zaloujny ni le service de presse de l'ambassade d'Ukraine au Royaume-Uni n'ont fait de commentaires officiels à ce sujet. Mais selon les informations disponibles, la décision concernant le retour de Zaloujny est pratiquement prise et il prévoit de rentrer en Ukraine dès le tout début du mois de janvier 2026. Je rappelle en effet qu'il a été nommé officiellement au poste d'ambassadeur le 9 mai de l'année 2024. Il convient de noter que cette nomination a été largement commentée. Donc, si cela se produit, il occupera le poste d'ambassadeur pendant un peu plus d'1 an et demi. En général, il faut savoir qu'une mission diplomatique, c'est-à-dire une affectation officielle d'un diplomate dans un pays étranger, dure généralement de 2 à 4 ans, bien que dans certains cas particuliers, cela puisse être nettement plus long. Quoi qu'il en soit, il est important de noter que cette information prétend évidemment être le scoop du jour, ou du moins c'est ce que certains pourraient penser. En attendant, tout le monde attend des commentaires et des réponses de l'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni lui-même. Et je le répète, il n'en a pas encore donné à ce jour. Voilà les nouvelles que nous avons pour aujourd'hui, les amis. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, commentez la diffusion. Gloire à l'Ukraine, gloire aux forces armées, gloire aux forces spéciales ukrainiennes, gloire aux forces de défense territoriale ukrainiennes. Comme toujours, c'était le lieutenant-colonel de l'armée ukrainienne, Taras Berezovets avec nous. À bientôt. Salut, salut.